On va enchaîner avec finalement une interrogation sur le futur de la mode. Et pour ça, on est allé chercher l'IFM, l'Institut français de la mode, et les étudiants qui ont travaillé autour de justement qu'est-ce que serait que le futur de la mode, qu'est-ce que serait que le futur des vêtements de sport, qu'est-ce que serait une mode éthique, sociale demain. Et à travers la chaire IFM Kering, qui est la chaire Sustainability, donc qui travaille vraiment sur le sujet du développement durable autour de la mode, on a invité 5 porteurs de projets, à nous présenter en fait leur travail de cette année. Ils viennent de terminer leur année, ils viennent de présenter auprès d'un jury en avril, début avril, leurs travaux. Et ils sont là ce soir pour nous présenter également ces projets-là, qui sont très différents, vous allez le voir. On a un format qui est un peu particulier, donc il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de présentateur. Les groupes vont se succéder, 10 minutes chacun. Vous présentez leur projet. Et puis ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez poser des questions, ça sera à la fin. Et puis vous pourrez évidemment discuter, échanger et revenir sur tous ces sujets-là. Voilà, donc je vais laisser le premier groupe prendre place sur scène. On a une horloge qui est là, donc si vous voulez suivre le temps, c'est ici qu'il faut regarder. Et bonne présentation. Merci. Bonsoir. Je suis Charlotte Moller et je vous présente Salomé Baudin. On est 2 étudiantes de l'IFM. Et notre projet, c'était de créer un legging. Donc le legging, c'est vraiment devenu une pièce du vestiaire quotidien qui soit sans matière synthétique, ou en tout cas sans plastique, sans matière à base de pétrole. Voilà, donc ça, c'était notre équipe. On était 4 au sein de la chaire Sustainability de l'IFM. Okay. Et donc la question qu'on s'est posée, pourquoi retirer le plastique? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs études qui vous montrent qu'on consomme, on ingère l'équivalent d'une carte bleue de plastique chaque semaine. Donc chaque semaine, vous mangez une carte bleue. 52 cartes bleues par an, ça fait quand même quelques-unes. Il n'y a pas plus loin que 3 semaines, le Guardian publiait une étude qui montrait qu'on avait tous du plastique dans le sang. Donc pourquoi se mettre du plastique à même la peau? Pourquoi se mettre du polyester, des matières synthétiques? Nous, on s'est dit qu'on allait retirer les matières plastiques de cette tenue de sport et par conséquent contribuer à minimiser la pollution des microplastiques, pas seulement pour votre santé, mais aussi pour les océans. Alors, la raison pour laquelle j'ai eu cette démarche, c'est parce qu'il y a quelques années, on m'a diagnostiqué une première maladie hormonale, l'année dernière une seconde, qui a fait que j'ai candidaté à l'IFM. Et donc, on le sait, le plastique, c'est un gros perturbateur endocrinien. Donc, toute cette réflexion, elle a été faite autour de mon parcours. Et donc, j'ai soumis, étant une étudiante de l'IFM, ce projet à la chaire Sustainability de l'IFM. Et donc, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Salomé et 2 autres élèves qui ne sont pas là ce soir. Et Salomé est une spécialiste de la maille. Et donc, elle va vous expliquer le chrono ne défile pas, mais en très peu de temps, comment on retire le plastique d'une matière de legging. Alors, l'idée de base, en fait, c'est que pour pouvoir penser à un produit de façon éco-conçue, il faut savoir comment est fait un produit sur le marché. Donc, on a commencé par une étude de marché pour voir comment est fait un legging aujourd'hui. Un legging, c'est toujours un rouleau de tissu tricoté dans lequel on vient couper. Donc, on appelle ça traditionnellement un jersey. Il est toujours fait de polyamide ou de polyester. C'est vraiment les matières de base dans tout le sportswear et c'est ce qui nous posait problème. Mais l'idée, c'était pas seulement d'enlever le plastique, c'était vraiment de penser une boucle vertueuse avec notre produit. Donc on est vraiment parti sur cette idée-là dès le début. Donc aujourd'hui sur le marché, tous les leggings sont faits avec du plastique. Polyester, polyamide, même quand les marques se revendiquent éthiques, si les leggings sont en coton ou en laine, voire même en viscose, il y a systématiquement de l'élastane qui est ajouté. Cet élastane, c'est une matière stretch qui est dérivée du pétrole. Ça peut être du nylon, ça peut être du lycra, c'est toujours des plastiques. Donc même avec des matières très innovantes, comme aujourd'hui on voit arriver des biopolyamides,
différentes viscoses qui sont régénérées, on ajoute toujours une matière stretch à partir du pétrole. Et donc en fait, on s'est rendu compte que même quand la fibre va être super innovante, il y a quelque chose qui manque dans la matière même du jersey qui provoque le fait qu'on ait besoin de toujours ajouter ce plastique à l'intérieur. Donc on est vraiment parti de ça pour penser comment est-ce qu'on va concevoir notre produit. Un legging, aujourd'hui, donc c'est une fois qu'on a découpé dans notre rouleau de jersey, on va l'assembler à la surjeteuse. Parce que quand on coupe dans de la maille, il faut la bloquer pour que votre legging ne se détricote pas sur vous. La surjeteuse, c'est aussi un gros problème, parce que c'est toujours un fil de polyester qui est utilisé dans l'industrie, qui pose des gros problèmes de recyclage. Et dans un legging, il y a également votre étiquette de composition qui est en polyester, l'étiquette de la marque qui est en polyester, et parfois l'élastique qui est ajouté à la ceinture qui est en plastique. Alors, nous, on a choisi de faire un legging qui est 100% tricoté. L'idée avec cette technique-là, c'est qu'en fait, on va faire des jambes de legging qui sont tricotées en forme. Ça veut dire qu'on ne coupe pas dedans, qu'on n'a pas de chute, donc on n'a pas à gérer nos chutes dans notre pensée de production, mais aussi qu'on n'a pas à utiliser la surjeteuse puisque la maille est déjà bloquée. On va l'assembler par une technique qui s'appelle le linking ou la remailleuse, qui est une technique traditionnelle d'industrie tricot qui a été perdue en majorité en France, mais qui revient et qui permet en fait de ne pas avoir de valeur couture, donc c'est très confortable pour vous, ça frotte pas, et puis on garde toute l'élasticité, un grand confort parce qu'on assemble avec des petites chaînettes, donc c'est super intéressant pour nous, et surtout on peut le faire avec la matière même de notre legging, on n'a pas besoin d'ajouter de polyester. Et l'autre gros avantage du tricot, c'est qu'on va penser la structure de notre tissu. Donc on ne va pas faire du jersey qui est le même sur des mètres entiers pour faire un produit. On va penser la résistance de nos points selon les différents endroits de la jambe. Là où vous avez besoin de plus ou moins de souplesse, d'élasticité, de résistance. Et on a étudié ça par rapport évidemment aux spécificités de la méthode yoga de Charlotte, mais aussi au yoga en général. Alors, nos matières à nous, c'est la laine et le PA11. Alors, la laine, ça peut faire peur quand on fait du sport. En fait, c'est une matière naturelle qui est super adaptée parce qu'elle est très thermorégulante. Donc, elle va complètement aider votre corps à conserver la fraîcheur qu'il provoque lui-même. Et surtout... Salomé est passionnée, mais il y a laine et laine. Sa laine, elle est très, très, très fine. Elle va dans une machine qui tricote très, très finement. Il faut penser que vraiment, il y a une différence entre les rouleaux de tissu qu'on achète et la maille. La maille, vous pensez grosse maille, gros pull. Elle pense toute petite maille et toute petite laine. Oui. Donc en fait, on est sur quelque chose de très très fin, c'est-à-dire que ça ne gratte pas, vous ne pouvez pas faire d'allergie, elle est extrêmement douce à porter et elle est très respirante. Et son autre gros avantage, c'est qu'elle est antibactérienne. Ça signifie que quand vous faites du sport, votre legging ne va pas sentir, parce que vu qu'elle est antibactérienne, vous n'avez pas provoqué d'odeur nauséabonde. Donc ça, c'est super intéressant. Et pour qu'il devienne encore plus élastique, alors la maille, ça l'est déjà beaucoup. La laine, elle est naturellement stretch. Nous, on lui ajoute du PA11. Le PA11, c'est un type de polyamide qui est fait à partir d'une plante, qui est le ricin, qu'on transforme en huile. Et comme l'expliquait avant nous, qui est extrudé, un peu comme les algues. Et donc, on peut en faire un fil qui est très, très élastique et qui est très intéressant parce qu'il a un impact carbone très faible et il est très léger. Donc, c'est un atout pour le sport. Alors, les designs. On a commencé par des designs très sophistiqués. Vous l'avez vu avant, on avait fait un benchmark de produits. Il y avait des mèches, des trucs super sur les jambes, transparents. Et puis, on s'est rendu compte que quand on fait de la maille, il faut faire beaucoup plus simple parce qu'il y a le temps de tricot de la machine. Donc, évidemment, c'est pas moi avec des aiguilles qui tricotent. C'est une machine qui sort les jambes. Et plus votre design est compliqué, plus la machine est lente, plus le coût de production est élevé. Et évidemment, de la laine, ça coûte beaucoup plus cher que de la matière synthétique. Donc, on intègre ça dès le départ dans le design pour rendre le modèle viable. Et donc, au fur et à mesure, on a simplifié, avec la spécificité de prendre toujours en compte la possibilité d'avoir une taille haute et quelque chose qui ne soit pas trop compressif pour le ventre de la femme. Les teintures. Alors, grand sujet, les teintures. C'était l'objet de présentation la semaine dernière à l'IFM.
Et donc la teinture, pour que ce soit une teinture naturelle, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on vous a listé toutes les possibilités. Ça a arrangé bien les filles de mon groupe parce que ça correspond à la charte des couleurs qui moi me plaisent. Et donc à partir du moment où c'était beige et marron, elles étaient contentes de l'inclure. Parce que c'était moins compliqué que d'aller chercher du rose fluo ou des leggings qui soient color block. Alors, la question, c'est ensuite, on en fait quoi? Ce legging, la laine, alors, à la base, on n'aurait pas de problème parce que c'est censé être biodégradable. Aujourd'hui, dans l'industrie, faire un produit biodégradable, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce qu'en fait, quand on produit en grosse quantité, on n'a pas d'intérêt à venir mettre nos leggings dans la nature et attendre qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Donc, l'idée, c'est de trouver le moyen de les inclure dans une boucle de recyclage qui existe déjà. L'avantage de notre polyamide, c'est qu'il a sa propre boucle de recyclage, sauf qu'en général, on sépare une fibre artificielle ou synthétique d'une fibre naturelle avec des produits chimiques. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de supprimer ça. On a trouvé un partenaire qui nous permettrait de recycler mécaniquement nos deux fibres mélangées toutes les deux et en fait d'obtenir un nouveau fil à la fin. Donc on va les couper en petits morceaux et en refaire des nouveaux fils. Ils vont perdre un peu en élasticité, mais ce n'est pas forcément un problème, parce que dans une ligne de sportswear, le produit le plus technique, c'est le legging. Mais si vous voulez faire un top, un t-shirt, des chaussettes, un sweatshirt, vous avez besoin de moins d'élasticité. Donc nous, notre objectif, c'est de réintégrer notre fil dans les autres produits de la gamme par la suite. Alors, autre challenge, c'est le packaging. Moi, c'est un challenge sur lequel je m'arrache les cheveux parce qu'un packaging naturel, ça coûte extrêmement cher. Un beau packaging, c'est un packaging qui est personnalisé. Les packagings sont la plupart du temps en plastique. Et aujourd'hui, ceux qui sont réutilisables sont en plastique. Donc, je ne sais pas si vous les avez déjà reçus, mais vous pouvez de temps en temps, quand vous, selon les marques, commander et choisir l'offre de shipping qui est un peu sustainable. Et en fait, c'est une enveloppe que vous renvoyez et elle est de nouveau en plastique. Et donc, pour ne pas contribuer à cette pollution microplastique, on a écarté ça et donc on s'est posé la question, alors, si on évite le plastique, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a fait un peu un benchmark des offres aujourd'hui qui vont entre le carton et une forme de sachet qui serait à base de plantes, mais qui demande un nombre d'unités assez élevé, mais toujours restant hors plastique. Et c'est la fin. Les perspectives de développement pour aujourd'hui tricoter. Donc encore une fois, il faut faire la distinction entre on achète du tissu en rouleau et on le découpe et on tricote. Pour tricoter, en fait, nous, pour tricoter aussi fin que ce qu'on voudrait, il existe une machine qui a 1 an, qui est vieille de 1 an seulement, qui est basée au Portugal. Il n'y en a absolument aucune en France. Et donc, moi, j'y pars dans 2 semaines pour essayer de négocier un petit peu de place dans la chaîne de production. Bonsoir à tous. Je pense que dans quelques instants, vous aurez une petite vidéo derrière moi, mais je vais quand même commencer pour ne pas perdre de temps. Moi, je vais vous faire voyager un petit peu en Méditerranée. Donc, je vais vous parler d'Itinérance. Itinérance, c'est une association qui a été créée par 2 femmes professionnelles de la mode, expertes, donc Alexia Tronel, ici présente, et Caroline Perdry, qui en 2018 partent en Grèce pour tricoter avec des femmes et faire perdurer ce geste expert et le faire découvrir aussi au monde. Donc, Itinérance est née. Itinérance, c'est un geste expert qui permet de tisser des liens et de le faire connaître au monde et ensuite de fédérer un écosystème et un réseau. Donc nous, 4 étudiants de l'IFM et du certificat, de profils complètement différents, donc moi plutôt business avec l'executive MBA, des profils plutôt créatifs, on a été complètement séduits par Itinérance et on a vu dans cette association un énorme potentiel. Donc on a souhaité contribuer à travailler sur la stratégie, le business model et le changement d'échelle aussi de l'association. Donc, au travers du certificat, on a eu cet écosystème aussi de gens qui ont pu nous apporter des conseils et nous apporter
voilà, des choses concrètes qui ont permis d'élaborer 3 missions. Donc concrètement, itinérance aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, le film derrière moi qui va illustrer mes propos. Donc, ce ne sont que des images des éditions passées qui ont été réalisées en Grèce, en Tunisie, en France également, et qui montrent bien l'univers donc de la Méditerranée, les savoir-faire et ce qui est la raison d'être et donc les piliers d'itinérance. Je parle dessus en même temps. Donc concrètement, itinérance, c'est d'abord une mission sociale. Donc permettre à ces communautés de femmes invisibles et isolées d'intégrer une cartographie digitale qui va ensuite permettre d'avoir un réseau de communautés d'artisans et de créer ensuite des collaborations avec les acteurs donc, de l'industrie du textile et du luxe. Ces collaborations vont générer ensuite des opportunités économiques pour toujours ces communautés de femmes. La mission sociale, c'est le cœur d'itinérance, mais pas que. Il y a 2 autres missions qui sont donc complémentaires. La mission pédagogique, qui va être effectivement le complément qui permet de faire perdurer ces gestes et de préserver ce patrimoine intangible. Donc, aller dans des écoles de mode et faire des workshops et travailler sur ces gestes techniques. Ou alors transmettre aussi une culture, un patrimoine, tout ce qui peut représenter en tout cas ces communautés. La 3e mission, c'est la mission culturelle. Donc, une fois par an, c'est ce qui a déjà été réalisé en Tunisie et en Grèce. Et puis, l'édition à venir sera en Tunisie, au Maroc. Oh là là, je mets les pinceaux. Au Maroc, avec la teinture végétale naturelle, prochainement. Donc, la mission culturelle, c'est de pouvoir ensuite diffuser au large public, donc via des institutions muséales, des institutions aussi locales comme l'Institut français de Tunisie ou du Maroc, et donc prochainement le MUSEM ou d'autres encore. Donc grâce à ça, il y a une ambition qui est aujourd'hui de pouvoir faire grandir l'association, aller sur un changement d'échelle pour pouvoir ensuite mesurer concrètement un impact et avoir un plan à 3 ans qui a des objectifs donc de cartographier 150 artisans et de pouvoir ensuite avoir des collaborations qui soient pérennes avec des maisons de luxe et de renom qui permettent à ces femmes ensuite d'avoir des opportunités économiques aussi sur un impact à long terme. Voilà, je résume très 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 brièvement ce travail que nous avons élaboré, mais en tout cas je serais ravie de répondre à toutes questions si vous le souhaitez après. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Magda et moi et Bertie, 2 d'une équipe de 5. Nous sommes là pour vous parler d'un projet Masters of Good et du rapport que nous avons écrit ces derniers mois qui a été publié hier pour tous à télécharger. Nous avons des QR codes ici aussi pour... pardon, si vous voulez y accéder. Mais donc, je ne parle pas français, donc je vais laisser la parole à Bertie. Merci Magda. Donc Magda est suédoise et elle est cette année en master de management à l'IFM. Et donc on est une équipe de, comme elle le disait, 5 personnes, mais on peut être que 2 ce soir. Mais merci d'avoir parlé français. C'est très courageux de ta part. Donc nous, on a décidé d'écrire un rapport qui nous a été commissionné en fait par Masters of Goods. Donc Masters of Good, c'est un business club qui a été fondé par une Française expatriée aux États-Unis et qui promeut en fait toutes les activités et toutes les entreprises qui œuvrent justement pour le développement durable au sens large. Donc c'est une organisation qui n'est pas focus seulement sur la mode, mais qui peut couvrir plein de thèmes. Et elle avait vraiment en fait envie de proposer des rapports qui soient accessibles à tous sur des sujets divers et variés. Donc, par exemple, l'année dernière, elle a fait un rapport sur la clean beauty, donc sur la cosmétique la plus propre possible. Et cette année, donc, elle a demandé à l'IFM et on a décidé de rejoindre ce projet pour écrire ce rapport.
Donc les rapports, c'est des choses auxquelles on est assez habitué maintenant. Le rapport du GIEC, par exemple, je pense que vous en avez tous entendu parler ici. C'est des outils qui peuvent paraître assez rébarbatifs, mais qui, on en est persuadé, sont vraiment primordiaux pour mieux comprendre le système actuel et l'industrie de la mode. Et donc nous, on s'est vraiment plongé dans cette industrie et on a nous-mêmes beaucoup appris. Et c'est finalement en fait ce qui nous a assez peut-être le plus surprise, tout autant qu'on était. C'était le fait que même en étant dans une école de mode, même en ayant un attrait naturel pour la mode, il y a plein de choses en fait auxquelles nous n'étions pas sensibilisés, auxquelles nous n'avions pas accès. Et en creusant un petit peu, voilà, on a été parfois assez choqués de l'impact de l'industrie dans laquelle nous allons travailler dans un futur proche. Et donc, le résultat de ces mois de recherche, de discussion avec des experts, c'est 200 pages de rapport. 200 pages, ça peut paraître assez... ça peut faire peur, mais on a essayé de le rendre le plus lisible et accessible possible. Et d'ailleurs, de proposer une version smartphone. Donc, on vous fera passer pour les QR codes. Et sinon, le rapport sera disponible sur le site de l'IFM et également sur le site de Masters of Good. Donc voilà, donc ça a été vraiment un travail super utile pour nous compris. Et en fait, l'objectif vraiment de ce rapport, c'était de faire quelque chose qui soit le plus accessible possible au public, à des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la mode, qui n'ont pas forcément de connaissances de base et qui voudraient en fait trouver en un endroit non seulement des avis d'experts, voilà, un état des lieux de ce qu'est l'industrie de la mode aujourd'hui, mais surtout beaucoup de tips, beaucoup de conseils pour justement être plus vertueux dans son approche et dans sa relation à la mode. Et ça, c'était extrêmement important pour nous. Donc on a construit ce rapport en 3 grandes parties. La première, c'est justement tout le côté néfaste de la mode, parce qu'on pense qu'il faut aussi passer par là pour éduquer les gens, peut-être pour faire un petit peu peur parfois, mais pour qu'on se rende compte vraiment de ce que provoque l'industrie aujourd'hui. La deuxième partie, on a rencontré une quinzaine d'experts venus du monde entier, parce que c'était très important pour nous aussi d'être le plus globaux, si je puis dire, possible. Donc là, ça a vraiment enrichi non seulement nos recherches, mais c'était aussi des experts qui sont impliqués dans une mode plus vertueuse. Et d'ailleurs, demain, il y aura une des experts que nous avons interviewée, Charlotte Dereux, qui a fondé Patine. Donc, si vous revenez demain soir, vous pourrez l'entendre discuter de son entreprise Patine, qui est une super marque qui justement cherche à proposer des vêtements les plus vertueux possibles, surtout en termes d'impact carbone. Donc voilà, je vous invite à revenir demain pour en parler avec elle, parce qu'elle est extrêmement intéressante. Donc voilà, donc on a interrogé plein de profils comme ça, variés, et on a aussi beaucoup appris. Et surtout, la troisième partie, qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est celle qui s'adresse directement à vous, à nous tous, les consommateurs. Parce que finalement, on en avait assez de ces rapports qui pointaient du doigt tout ce qui n'allait pas dans nos sociétés, dans la mode, mais qui nous laissaient un petit peu comme ça, sans solution. Nous, on a voulu pallier à ça. Et donc, le résultat, c'est voilà, une 50aine de pages sur des tips. On n'a pas d'autres mots, des conseils. Ça peut paraître bête, mais en fait, on s'est rendu compte que avoir une approche plus vertueuse aux vêtements, ça passait par plein de choses du quotidien. Il n'y a pas de solution miracle, sinon on le saurait, mais il y a plein de choses à mettre en place et de choses aussi à redécouvrir. On s'est rendu compte que beaucoup de savoir-faire s'était perdu entre, par exemple, la génération de nos grands-parents. Je suis sûre que vous aviez tous des grands-mères, des grands-pères qui avaient des notions de couture, qui avaient un nécessaire, et que finalement, nous, on a perdu. Et voilà, c'est plein de choses très concrètes et très pratiques comme ça qui peuvent, on l'espère, donner envie de redécouvrir ces vêtements, d'aller derrière, de comprendre aussi comment ils sont faits. Vous avez eu un petit aperçu avec les groupes auparavant, mais voilà, on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière le mot polyamide, etc. Et donc voilà, c'est aussi tout ce genre de guide des matières qu'on a voulu proposer. Et voilà, c'était un travail de plusieurs mois extrêmement enrichissant pour nous, et on va continuer à le faire vivre au-delà
de juste notre soutenance de jury. Et voilà, et on espère que ce sera un petit référent pour une mode Better Fashion, on l'a appelé. Et voilà, et c'était notre projet. Merci. Bonsoir. Alors nous, je suis Annabella et Olivia et on est étudiantes en master à l'IFM. Pour ma part en master accessoires et pour Olivia en master vêtements. Et donc on va vous présenter un projet qui est un peu à part de ce qu'on a entendu ce soir. C'est un projet d'upcycling, donc c'est encore autre chose. Et donc on était aussi en collaboration avec Léna et Louise qui n'ont pas pu être là, qui sont étudiantes aussi en master management à l'IFM. Donc nous, on a commencé notre projet en faisant le constat en fait que l'upcycling ça coûte très cher dans l'industrie. En fait, faire de l'upcycling ça coûte cher. Mais en revanche, il n'y a pas la matière première à acheter, donc ça c'est quelque chose qui est bien. Et donc nous en fait, on pensait vraiment à travers ce projet, on pensait vraiment tout simplement montrer que l'upcycling ça peut vraiment être une solution aussi dans l'industrie. Et donc ce projet, il s'est fait en collaboration avec Circle Sportswear. C'est une marque de sportswear française qui promeut des vêtements qui sont éco-responsables, mais de sport. Donc c'est assez innovant. Et donc aussi, en parallèle de ça, donc Circle a fait une collaboration avec l'IFM, donc notre collection capsule qu'on a créée, mais aussi avec la Casa 93, qui est une autre école de mode, et donc qui crée eux-mêmes leur propre collection capsule avec Circle. Et je te laisse introduire le reste. Du coup, bonsoir. En fait, notre axe de recherche était basé sur essentiellement la problématique de comment rendre des produits usagés utilisables encore. Et on a remarqué que la plupart des produits qui avaient été jetés étaient soit comme neufs, soit neufs. Et donc, c'était presque dommage de ne pas les utiliser pour ce qu'ils étaient. Et donc on a développé dans la partie design, pour la partie vêtements en tout cas, 4 approches de l'upcycling différentes. Le patchwork, qui permet d'utiliser des chutes de forme peu conventionnelle et qui ne permettent pas d'avoir une chaîne industrielle stable. D'avoir aussi de la réutilisation des matériaux tels quels, les stabiliser et dire que c'est pas parce que ce produit il a été porté une fois qu'il est jetable, il marche encore très très bien. Et donc utiliser le design pour augmenter ces produits à chaque fois, appliqué au domaine du sport. Et donc on a choisi l'escalade parce que c'est un sport qu'on pratique toutes les 4. Et je sais pas si tu... Et donc oui, en fait, ce qui nous intéressait vachement dans l'escalade et ce qu'on a décidé de développer, c'est d'abord en fait la notion de niveau. Donc cette notion de strate et de niveau qu'on doit en fait franchir pour atteindre un palier, atteindre un autre point. Et aussi tout simplement en fait la notion du nœud qui dans l'escalade qui est physique parce que sans le nœud il n'y a pas de sécurité, donc le grimpeur il est en danger, mais aussi qui est super symbolique avec entre le grimpeur et l'assureur, il y a un lien en fait qui nous a vachement fait penser au nœud physique. Donc en termes d'accessoires, on a développé 2 accessoires. Oula, attends. Attends, parce qu'en fait ça c'est à l'envers. Ah, t'inquiète. Hop là. Oui, on a développé 2 accessoires du coup pour cette collection. D'abord un accessoire en fait pour l'assureur. Donc c'est un sac à dos et donc oui, donc il est divisé en plusieurs parties tout simplement encore une fois pour rappeler les strates qu'on a à franchir dans l'escalade. Et donc il y a 5 poches en tout dans le sac, donc il est assez fonctionnel. On a aussi tous ces petits passants qui nous permettent d'accrocher des mousquetons, qui nous permettent d'accrocher des bouteilles, qui nous permettent d'accrocher de la corde avec ce grand passant là. Et aussi, on a voulu réutiliser en fait la corde d'escalade qui là devient une partie intégrante du design du sac. Et en fait, elle vient complètement faire le lien avec toutes les parties et maintenir le tout ensemble en fait. Donc c'est symboliquement aussi un lien, un écho à l'escalade et aux valeurs qui nous intéressaient. Et on a aussi l'accessoire pour le grimpeur qui est la poche de magnésie qu'on a développé en fait avec une technique qu'on a un peu
dû trouver en fait sur le tas. On s'est rendu compte, Circle nous a surtout envoyé du jersey, parce que dans le sport, il y a beaucoup de jersey. Et en fait, pour faire de l'accessoire, c'est très compliqué d'utiliser du jersey parce que ça se déforme et c'est pas forcément ce qui est le plus fonctionnel. Donc, on a développé une petite technique. On a créé un matelassage en mettant plein de couches les unes sur les autres de jersey. Et donc, ça crée en fait un nouveau matériau qui est plus fort et plus résistant pour notamment faire de l'accessoire, mais aussi pour autre chose, comme vous l'expliquez, Olivia. Voilà, du coup, en fait, l'idée, c'était aussi de créer la passerelle entre l'accessoire et le vêtement. Et donc cette histoire de renfort, de padding, on le retrouve aussi dans le legging qui vient. Alors c'est plusieurs leggings mis bout à bout. Oui, volontiers, merci. Et donc on a remarqué que les zones sensibles qui prennent les chocs lors de la montée, c'était surtout les genoux et le côté de la cuisse. Et donc pour permettre d'optimiser la performance, on a utiliser ce padding-là sur la partie extérieure de la cuisse parce que ça permet aussi d'avoir un meilleur rebond contre la paroi. Et en fait, il y avait beaucoup de détails très intéressants de certains leggings qui avaient été trop usagés pour le coup pour être réutilisés tels quels. Donc on a réutilisé juste les petits détails qui permettaient d'augmenter la pièce finale. Donc pour ce legging-là, on a en fait 2 leggings entiers pour un legging. Donc on a une perte, mais on augmente un produit en même temps. Et ça permet d'avoir quand même 50% du déchet. Ensuite, on a aussi une autre technique de upcycling dont j'avais parlé juste avant, qui est le patchwork. Donc, ça, c'est le dos. Et donc, pour ça, c'est le short que j'ai utilisé pour faire le patron. Il était trop usagé, c'était pas possible de le réutiliser. Mais par contre, le t-shirt qui est en fait la base de ce short-là, qui est en taille quand même XL, était tout à fait en très très bon état et qui était assez beau en plus. Donc ça nous a permis de refaire un short avec la ceinture d'une brassière de sport pour femmes. Donc voilà. Et pour le haut, donc ce t-shirt, c'est un t-shirt Circle qui ne pouvait pas mettre à la vente parce qu'il y avait des imperfections. Mais par contre, il est super en fait, il est encore tout bien utilisable. Mais donc pour le rendre commercialisable, il fallait augmenter le produit. Et donc la source d'inspiration, c'était je ne sais pas s'il y en a certains qui font de l'escalade dans la salle, mais quand on monte pour aller jusqu'à la paroi, on porte la corde en travers du corps comme ça. Et donc en fait, c'était vraiment cette idée de tourner autour du corps et d'avoir de la fonctionnalité dans le pli. Donc chaque pli est une poche. Et puis il y a des secrets aussi dans toutes les pièces, il y a des petits secrets pour le grimpeur ou l'assureur. Et pour que le grimpeur ait, quand il fait des grandes voies, le minimum vital sur lui, son téléphone portable accessible d'une seule main. Et voilà. Donc ça, c'est pour l'ensemble du design. Et donc, dans ce projet, on n'avait pas que la partie design, on avait aussi la partie communication. Et donc, on a développé en fait un compte TikTok dans lequel on postait des vidéos éducatives qui expliquaient un peu à la jeune génération en fait comment on peut réutiliser un vêtement qu'on pense inutilisable par le biais de l'upcycling ou par d'autres biais. Et donc, ces vidéos, elles ont assez de succès. On en a une qui a fait 10 000 vues, donc on était assez contentes. Et donc oui, donc l'idée derrière ça, en fait, c'est surtout de promouvoir en fait une façon de penser et oui, tout simplement que même dans le sport, les vêtements peuvent être réutilisés, notamment en upcycling. Voilà, du coup, pour conclure, on peut dire que c'était un beau challenge dans lequel on a toutes appris énormément de choses sur les différentes facettes de l'upcycling, ce que ça peut contenir, donc les piliers fondateurs, qui est faire une économie circulaire, vertueuse, et l'augmentation de produits qu'on peut réinjecter dans le système. Voilà, je pense que c'était aussi assez humain comme projet et très constructif. Mais merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, moi je faisais partie des projets de l'année dernière, du coup ça m'a fait beaucoup plaisir de voir ce que vous avez fait cette année et bravo à tous les intervenants pour vos projets.
Donc, moi, je n'ai pas fait de master, j'étais dans le BA de création à l'IFM. Et donc, au fur et à mesure de mes études, je remarquais qu'il y avait de moins en moins de tissus que j'étais à l'aise d'utiliser dans mes créations, puisque chacun d'entre eux avait beaucoup de conséquences écologiques. Quand on parle du coton, il y a toute l'utilisation d'eau, le polyester, les microplastiques, blablabla. Et donc, il y avait de moins en moins de tissus que j'étais à l'aise d'utiliser. Et les seuls qui étaient assez écologiques, ils étaient hors budget pour des étudiants en mode. Donc, à partir de ce constat, j'avais compris qu'il n'y avait que l'upcycling que je pouvais faire pour avancer dans mes études. Et donc, le problème avec l'upcycling, la plupart des fois, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes tissus qui sont disponibles. Donc, on ne peut pas reproduire une commande autant que possible. Il y a Marine Serre qui a trouvé une solution assez innovante là-dedans. C'est que quand elle propose un vêtement, elle propose surtout une certaine coupe. Et donc, quand on commande un vêtement Marine Serre, on va avoir la même coupe, le même patron, mais pas toujours les mêmes tissus parce qu'ils ne sont pas toujours les mêmes qui sont available. Et donc, moi, j'ai essayé de trouver une autre façon de faire face à ce problème en utilisant des matières premières qui seraient secondaires. Donc, en utilisant des matières qui de base avait une autre utilisation. C'est quand même de l'upcycling, mais on peut le reproduire à l'infini vu que la matière de base, elle a toujours le même aspect. Donc là, les exemples que j'ai derrière moi, c'est surtout des chambres à air de vélo que je récupère de chez Vélib. Et donc là, je suis sûr que j'aurai toujours les chambres à air qui sont pareilles, de la même taille, de la même épaisseur et tout. Et donc, une fois que j'ai développé assez de produits que je peux proposer, si je reçois une commande, je peux toujours la reproduire exactement pareil. Et ça, c'est une avancée par rapport à l'upcycling qui se fait aujourd'hui. Donc, alors pour l'instant, tout ce que je réalise, c'est encore à l'échelle artisanale. Ce n'est pas vraiment industrialisable, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui dans l'industrie de la mode, que d'apprécier les choses qui sont faites à la main, qui ont pris du temps, et que lorsqu'on achète un produit et qu'on sait qu'il vient de quelque chose d'autre avant, qu'il a une histoire, et qu'on connaît la technique avec laquelle ça a été produit, on peut peut-être même mieux apprécier le produit que quelque chose qu'on achète tout simplement chez Zara à bas prix. Et donc j'ai essayé de développer cette idée un peu plus loin que tout simplement les chambres à air. J'ai essayé d'intégrer des canettes de soda. J'ai aussi produit beaucoup de sacs avec des pots de saumon que je tannais moi-même des vendeurs de sushis d'à côté de chez moi. J'ai aussi présenté à mon projet l'année dernière le fait de refiler les poils de chien des chiens de Paris qui sont très nombreux, quoi. D'aller chez des toiletteurs, de récupérer tous les poils qu'ils avaient, les nettoyer, les garder, les filer et en faire des nouveaux vêtements. L'aspect final est exactement comme la laine de mouton. C'est peut-être un peu étonnant et peut-être un peu ça peut dégoûter ou répulser les gens qui l'entendent parler pour la première fois, mais c'est tout à fait le type de matière qu'on doit apprendre à réintégrer dans le circuit de la mode. Et donc moi qui n'ai pas beaucoup d'espoir dans tout ce qui est recyclage, parce que quand on essaye de recycler quelque chose, on est surtout en train de le downcycler en fait. On n'arrive pas toujours à faire exactement le même produit que ce qu'on avait fait de base. La solution pour moi serait vraiment d'essayer de prendre un byproduct d'une industrie et de la réintégrer en quelque chose de mieux et peut-être même à l'infini dans une économie qui serait à 100% circulaire. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.